Et donc je me suis dit, dans la tête d'un Pakistanais, il y a autant de criminalité. Il y a autant de criminalité en France qu'au Pakistan. Il y a un petit côté assez satisfaisant, je trouve, à se mettre soi-même une cage et des limites et des horaires. Et t'arrives dans un bloc et tu dis je fais ça et c'est tout, je réfléchis pas. Je lui ai dit mais les travailleurs ici, est-ce qu'ils sont bien traités ? Et il m'a vraiment dit bien traités, c'est-à-dire. Moi, je te propose qu'on garde absolument tout ce moment et qu'on coupe pas. C'est quand même très drôle, donc si on pouvait le garder, plaisir. Ça me ferait plaisir. Bienvenue dans ce 17e épisode du podcast Entre deux. Comme à mon habitude, je suis accompagné de mon collègue Louis Streif. Louis Streif, comment vas-tu ? Ça va plutôt bien, un peu claqué, pas mal de boulot, mais ça roule, plutôt pas mal. Et toi, comment ça va depuis la semaine dernière ? Bah écoute, je sors d'un gros week-end où on a pas mal fait la fête et je pense que j'ai chopé un truc parce que j'ai un peu mal à la gorge tout le temps là depuis hier soir. Je t'avoue que j'hésitais à se dire le podcast on le fait plus tard quoi. Okay. Parce que en fait là concrètement dès que je parle, dès que je déglutis, tout ça, ça me fait mal à la gorge, c'est hyper désagréable. Donc je pense que tu vas faire un monologue d'1 heure, je te propose qu'on parte là-dessus. Ce sera beaucoup plus agréable et beaucoup plus détente pour moi. Je vais faire un effort, je vais essayer de participer. À la limite je pose les questions, tu fais les réponses. Allez. On peut faire ça pendant 1 heure. Faisons comme ça, mais moi j'avais une grosse question pour toi dans ce podcast. Donc je te la poserai à la fin. Mais avant, laissez-nous un avis rapide sur les plateformes. Ça fait toujours plaisir, un petit avis, 5 étoiles évidemment, sinon ça sert à rien. Et nous, on peut rentrer dans le vif du sujet. On a 2 sujets principaux à aborder aujourd'hui, qui vont sûrement être démultipliés, perdus entre 50 autres sujets. Mais t'as pas trop d'actu, toi, spécialement, du coup, de ton côté, tout se passe normal? De mon côté, ça roule plus ou moins. Ici, tout va bien. On est toujours dans la phase dont on parlait la semaine dernière. Donc, on est en train de se creuser la tête sur comment scaler. On a trouvé quelqu'un pour faire une formation avec nous. Donc là, ça y est, on a lancé les process, on a créé un Notion, il est dedans. On a mis les termes... Un Notion ? Oui. Louis, un Notion ? Pourquoi un Notion ? Louis ne veut-il pas se débarrasser de Notion ? Alors attends, un peu plus de contexte pour les gens qui nous écoutent. Oui, un peu plus de contexte. Donc, parce que là je te tends une perche parce que je pense que le sujet est intéressant. Mais après, on se rappelle qu'on a décidé de faire des épisodes un peu plus courts. Donc si je commence à te tendre des perches comme ça régulièrement, on ne va pas y arriver. Et on ne répondra jamais aux questions de l'épisode précédent. Ça peut être un running gag sur 10 épisodes. Ça peut être... N'empêche que j'aime bien l'idée. Moi aussi. En le disant, je me suis dit, peut-être que c'est pas... Ouais, mais du coup, il fallait peut-être pas le dire, parce que du coup, là, sinon, c'est pas super drôle pour les gens qui nous écoutent. Mais si, les gens le doutent, oui. Ce qui s'est passé, c'est que dans une discussion j'allais dire d'homme à homme, je sais pas pourquoi, d'entrepreneur à entrepreneur, tu m'as fait comprendre que Notion, ça te gonflait un petit peu parce que c'était quand même un peu technique, ça prenait du temps à prendre en main, il y a des fois des bugs ou des trucs qui fonctionnent pas comme il faut, et puis en fait juste c'est pas vraiment le Apple de la prise de notes, tu vois, ça on peut s'entendre là-dessus. Et tu t'étais dit en fait peut-être que finalement je chercherais bien des alternatives et des outils qui sont plus simples à utiliser pour tout ce qui est gestion du temps. Alors c'est pour ça que tu voulais utiliser Notion, c'est ça ? On parle de faire des Kanban, des choses comme ça ? On parle de faire des Kanban, mais pas que. Parce que Notion, la particularité de Notion, c'est que ça peut être pour 50 trucs, quoi. Donc... Alors, justement, moi, je cherchais un outil pour faire 50 trucs. Je cherchais un outil pour faire de la gestion des tâches, de la gestion de calendrier, du prévisionnel, de la base de données, du lancement produit, enfin tout quoi. Et donc tu vas rapidement comprendre pourquoi est-ce que je suis revenu à Notion, c'est parce que j'ai essayé d'autres trucs. Toi tu parlais de Monday quand on parlait, tu me disais que Monday ça t'intéressait. Ouais. Voilà. Je suis curieux d'avoir ton retour d'expérience du coup, si jamais tu es revenu à Notion, je sais pas. Je suis revenu à Notion 100%, on a tout mis sur Notion, on a tout passé sur Notion, tout le business est sur Notion. Ça ne me ravit pas, c'est juste un choix par défaut, on n'a pas trouvé mieux. Plutôt, on n'a pas trouvé moins pire. En fait, on a trouvé des outils qui sont beaucoup plus dans la mouvance d'outils que j'apprécie, c'est-à-dire beaucoup plus Apple que Windows, que Microsoft. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois, ces outils sont juste beaucoup trop fermés, justement. Il n'y a pas assez de fonctionnalités différentes, on ne peut pas faire assez de trucs différents. Et en fait, du coup, au bout d'un moment, on a fait la liste de ce dont on avait besoin et on s'est rendu compte que le seul outil qui faisait tout, c'était Notion. On ne s'est pas penché sur Airtable. Il y a peut-être Airtable qui permet de faire ça,
Mais en fait, au moment où on s'est posé la question, ça faisait juste 2 semaines qu'on se disait qu'il nous fallait un truc et bah, c'était trop long, quoi. C'était trop long et donc on s'est dit, bon, bah, on a Notion, on sait à peu près comment l'utiliser, donc c'est parti. Mais les joies de Notion font que, par exemple, il y a, pas plus tard qu'il y a 2 heures, nous est arrivé des choses qui ne peut arriver que sur Notion. C'est qu'on a voulu partager la partie SEO, du coup, qu'on a créée pour notre formateur SEO, pour notre prof de SEO qui va intervenir. Et en lui partageant SEO, eh bien, on lui a partagé tout. L'entièreté de notre Notion avec le détail. Ça m'est arrivé avec toi. Oui, mais c'était avec moi, donc c'était pas grave. Oui, Sauf que là, j'ai voulu te partager une page. En fait, Oui. j'ai pas compris le système de team très clairement dans Notion. moi non plus. Et j'ai voulu te partager une page et je t'ai pas tout partagé. Je t'ai partagé des trucs qui étaient en commun dans un système de team. Enfin, pas un système de team d'espace. Bon, je sais plus. C'est tout le problème de Notion. C'est tout le problème Je de sais Notion. plus. Mais effectivement, j'ai fait cette erreur-là avec toi. Pour le coup, tu es la seule personne avec qui j'ai fait cette erreur-là. Mais je me suis effectivement dit, putain, si c'était arrivé avec quelqu'un d'autre, je me serais senti comme un con, quoi. Oui, c'est moins marrant. Et ben moi, ça m'est arrivé avec un gars avec qui je venais de valider un paiement et qui est ce qu'il est, mais qui en l'occurrence fait que, je sais pas, tu vois, il avait accès potentiellement à tous les revenus, à tout de manière générale. Donc je me suis dit, mince, c'est quand même pas hyper cool. Je crois qu'il a juste été très professionnel, qu'il a réagi très vite, il me l'a dit immédiatement. Il m'a dit qu'il avait accès à tout. En fait, moi, je m'en suis rendu compte parce que c'est lui qui me l'a dit. Je me suis pas rendu compte autrement. Et donc, on a pu résoudre le problème très vite. Mais ça fait partie des petites joies de Notion. Tu vois. C'est que quand je dis résoudre le problème très vite, j'ai quand même passé, je pense, un bon 10-12 minutes à faire que ça, en essayant de le faire le plus rapidement possible. Alors déjà, j'ai mis 5 bonnes minutes à trouver comment le virer. Parce que il fallait le virer. Mais une fois que j'avais trouvé comment le virer, il fallait trouver comment l'ajouter de la bonne manière. Enfin bref. Donc c'est ces petites choses-là qui m'embêtent un peu avec Notion. Moi j'aime bien quand c'est hyper fluide, quand c'est hyper simple, parce que j'ai pas le temps en fait. J'ai juste pas le temps de m'emmerder avec des trucs comme ça. Et donc on est quand même sur Notion, faute de mieux. Moi, je ferais bien un parallèle un peu audacieux avec WordPress, tu vois, pour Notion. C'est-à-dire que finalement, Notion, c'est un outil qui a vraiment sa place dans l'écosystème des outils de prise de notes, de gestion d'emploi du temps, de gestion des équipes, de documentation, etc. C'est un outil qui est extrêmement puissant, qui centralise beaucoup de choses et qui permet énormément de choses, mais c'est un outil qui a une courbe d'apprentissage un peu rude. Et en fait, WordPress est un peu similaire à certains égards, en fait. C'est-à-dire que, ok, il y a des aspects de WordPress qui sont quand même assez simples et tout, puis quand tu es compétent comme moi, comme toi, tu te dis, bah non, WordPress, c'est pas si compliqué. Mais en fait, quand tu te mets dans les bottes de quelqu'un qui débute, tu vois bien le résultat et tu vois bien qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est plus ou moins rude en fonction des gens, mais qui parfois n'est pas évidente et qui me donne envie de faire le parallèle justement avec Notion. C'est-à-dire que Notion a sa place dans un écosystème à côté d'outils qui peut être beaucoup plus simple à prendre en main, je trouve. Et Notion permet cette hyper personnalisation où tu peux faire plein de trucs, interconnecter et tout, mais il faut vraiment apprendre. Et il y a des gens qui ne sont pas prêts à payer ce prix-là et ça s'entend complètement. Et donc peut-être qu'ils ont une personnalité qui irait mieux à se tourner vers d'autres outils. C'est un peu pareil avec WordPress et d'autres CMS qui sont plus simples à appréhender, tu vois, un petit peu comme Wix, avec lequel j'ai pas trop d'expérience, cela dit, mais ou Shopify, tu vois. Avec WordPress, c'est pareil, il y a une courbe d'apprentissage. C'est un iceberg WordPress en fait. Tu ne vois pas tout ce qu'il y a sous l'eau, mais il y a des tonnes de trucs. Quand tu commences à apprendre le système de rôle des comptes, de cron job, d'augmenter la mémoire et des trucs pour lesquels tu n'as pas signé quand tu es entré dans WordPress pour la première fois, etc. Donc WordPress a sa place dans un écosystème vaste de CMS et d'outils de création de sites web, mais c'est vrai, et c'est le prix à payer pour avoir plus de liberté, une courbe d'apprentissage qui est un peu plus rude en fait que plein d'autres outils. Et donc c'est vraiment non pas un product market fit, mais un person product fit, quoi. Vraiment. Ouais. Mais je ferais vraiment le parallèle entre Notion et WordPress pour le coup, parce que je trouve qu'il y a plein de petits aspects qui sont assez similaires quand même. La vérité, c'est que WordPress, c'est réellement pas l'outil le plus simple à utiliser pour créer un site internet. Je suis pas aveugle, je le vois bien, je suis pas débile, mais je suis quand même là pour servir ce marché-là. J'ai quand même envie de faire que ce soit plus simple pour les gens, j'ai envie qu'ils apprennent de la bonne manière, avec les bons outils, les bons réflexes, donc je m'insère là-dedans. Mais je dis pas que c'est le mieux pour tout le temps, etc. Je suis pas du tout dans une religion aveugle à WordPress. C'est pareil avec Notion et les autres outils. Notion est juste incroyable, je pense, sur plein d'aspects, mais c'est aussi incroyablement relou quand tu as envie peut-être juste d'outils hyper simples et que tu as l'habitude d'utiliser juste Make,
qui connecte ton Trello avec un autre truc, etc. Et que t'es pas dans ce délire d'avoir un site WordPress et d'avoir un gros Notion. Et c'est pas ce genre de personnalité, tu vois. Toi, t'as peut-être pas 100% une personnalité adaptée à ça, quoi. Je pense que j'ai pas une personnalité adaptée à ça. Et je suis d'accord avec toi sur l'essentiel de ce que tu as dit. La seule petite différence pour moi, c'est que WordPress, dans ta vie, si tu as envie de t'en passer, tu peux toujours le déléguer. Notion, tu peux pas. Tu peux pas déléguer à 100% l'organisation de toute ton activité, quoi. Enfin, en tout cas, pas dès le début. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que WordPress, si tu dis, bon, bah, je vais sur une autre solution parce que WordPress ne me convient pas, tu peux. Là, moi, Notion, je demande que ça, quoi. Mais juste, c'est presque une plaie de l'utiliser. T'as pas d'expert Notion qui vient et qui autopsie ta boîte et qui fait tout ce qu'il faut. Non, faut apprendre. Enfin, il y a sûrement des mecs qui font... des consultants, des coachs, des trucs, mais enfin, ils te forment, quoi. Ils font pas pour toi. Oui, c'est pas pareil, ouais. Mais ouais, non, c'est sûr que c'est compliqué. Et donc, du coup, j'ai pas forcément... au niveau de la courbe d'apprentissage, pour l'instant, vu que j'ai eu l'habitude par exemple, d'apprendre WordPress ou même d'apprendre des trucs de manière générale, la courbe d'apprentissage, ça va. C'est juste la courbe de plaisir à l'utilisation qui est lente, très lente, et qui fait que du coup, il y a plein de moments où je me retrouve dans mes notes Apple qui sont extrêmement basiques, et après, je fais copier et je colle dans Notion. Et après, je laisse Victoria se débrouiller sur la manière dont elle va organiser ça. Mais voilà, ça arrive un petit peu. Pas tout le temps, mais ça arrive un petit peu. Après, on a quand même réussi... En fait, du coup, aussi, ce que je me suis dit, c'est que quand je me suis dit, bon, ok, c'est Notion, j'ai pas le choix, je suis baisé. Du coup, j'ai pris genre une matinée et j'ai set up un truc extrêmement complet avec des pages, des sous-pages, des espaces d'équipe. J'ai séparé le pro, le perso, les trucs d'ici. J'ai commencé à tout rentrer, en fait, comme une base de données de toute ma vie. C'est juste que maintenant, j'en utilise peut-être 15%, 20%. Ouais, payer le prix de ce genre d'outil, c'est super important pour en profiter à 100%. Si tu commences à effleurer la surface, à venir dans Notion et à juste faire des pages dans des pages, tu vas utiliser 1% de Notion et tu vas pas te rendre compte de la puissance de l'outil. Ouais. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à m'intéresser aux bases de données, et une fois que tu apprends à utiliser les bases de données, tu peux plus t'en passer, dans Notion en tout cas. Et tu vois en fait que c'est vraiment le cœur de Notion et ce que ça t'apporte. Donc moi, c'est vraiment... d'abord, tu donnes ça, tu vois, je montre à la caméra donc ma main, puis ensuite... Ça prend ça, le bras, puis jusqu'à l'épaule, etc. Parce que tu arrives, tu veux juste prendre des notes. Et après, tu te rends compte que ça fait aussi plein d'autres choses. Mais ça commence par être un simple logiciel de prise de notes. Moi, j'ai commencé comme ça sur Notion. C'était juste un logiciel de prise de notes. Je voulais un endroit pour prendre des notes et je ne savais pas quoi faire. Moi, je ne voulais pas aller sur... Obsidian. L'éléphant. Evernote, Obsidian. Ah oui. Ouais, Obsidian, j'ai testé un peu, mais c'était moins souple d'utilisation, c'était plus niché, plus spécifique par rapport à ce que tu veux faire. Et j'en suis toujours revenu à Notion. Moi, j'ai un certain plaisir à l'utilisation sur les trucs assez basiques, parce que j'ai toujours aimé ces idées de paradigme, de bloc, tu sais, où tu assembles des trucs, tu fais des Lego et tout. Il y a un truc un peu comme ça dans Notion qui est un peu cool. Mais ce serait bien si c'était un peu plus performant, un peu plus stable, un peu plus... Ouais, c'est ça en fait. C'est essentiellement un peu plus performant, un peu plus stable. Et peut-être qu'il y aurait peut-être des choix à faire, éditoriaux, des raccourcis à prendre dans le UX pour faciliter un peu les choses, etc. Je pense. Ouais. Mais c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils essayent de faire au fur et à mesure. Et puis là, ils implémentent de l'IA. Et c'est pas inintéressant ce qu'ils font. Je dis ça tout en m'en servant pas du tout. Mais j'aime bien l'idée en tout cas de ce qu'ils font, les questions-réponses dans ta base de données après et tout, ta base de connaissances. Mais non, mais vraiment, j'adore l'idée de centraliser tout, quoi. Un outil qui fait tout comme ça, c'est incroyable. Quand tu montes une boîte, tu peux faire de ton Notion pour la boîte un asset, un véritable actif pour la boîte. Tu as toutes tes procédures à un endroit, tu as des bases de données ici, tu gères tous tes closers et tes retours avec des closers, des setters, des trucs comme ça via des Notion. En même temps, tu as ton Kanban pour gérer la productivité de tout le monde. En même temps, tu as des systèmes de commentaires pour que les gens puissent se pinguer en permanence sur des sujets. Comme ça, tu peux organiser les sujets dans un Kanban, dans une vue en liste, dans des choses comme ça. Tu peux te faire ta prise de notes normale aussi au passage. Tout ça dans le même espace, moi je trouve que c'est quand même très très puissant. Et je ne sais pas si un jour on pourrait faire un outil qui est aussi puissant et qui a la profondeur d'un Notion aujourd'hui, mais qui est vraiment beaucoup plus simple d'utilisation. Je me demande s'il n'y a pas à un moment un tipping point où tu passes quand même un certain niveau de complexité, où tu es obligé pour vraiment créer tout ça de manière aussi interconnectée, de la même façon qu'ils l'ont fait avec maintenant Notion Calendar et tous ces trucs-là. J'imagine qu'on peut toujours faire mieux. Toujours faire mieux, mais je pense
qu'il y a un prix à payer à un moment ou à un autre pour connecter autant de choses dans tous les sens et avoir un usage aussi éclectique. C'est ce que je pense. Je pense aussi, et je pense que si tu veux juste trouver un bon équilibre, il faut s'arrêter un tout petit peu avant. C'est-à-dire qu'il Ouais. faut perdre un petit peu pour que ce soit un peu plus masse adapté, quoi. Comme peuvent l'être Finalement, des d'autres. fois, juste connecter 2-3 outils hyper agréables à utiliser comme Monday avec un autre truc, etc. Ouais, Ça c'est finit ça. par être vraiment plus simple d'utilisation et correspondre à 100% à ce que tu veux, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, utiliser plusieurs outils, mais le truc c'est que après, bah, du coup, tu es dans ce truc de plusieurs outils, et ça, j'aime moins aussi. Comme tu l'as dit, un seul truc à un seul endroit où tu fais tout, c'est bien. Parce qu'après, tu as un truc dans Monday, ah, tu l'as mis où la note? Ah, bah en fait, je l'ai mis dans les notes, ok, mais on va la mettre dans mon. Enfin, ça devient vite le bordel. Mais J'ai eu bon. le même problème avec, avec Notion Calendar. En fait, j'ai voulu me mettre un Notion Calendar en me disant je vais tout centraliser dans Notion. Ah, nous, on Donc, l'a je vais fait. prendre Notion Calendar. Et j'ai commencé à faire ça parce qu'en plus, l'idée, c'est qu'à chaque fois, quand tu as un rendez-vous dans ton Notion Calendar, chaque rendez-vous est une page. Et donc, tu peux prendre toutes tes notes ici et les laisser dans le calendar. Moi, je trouve qu'il y a vraiment des usages qui sont super, super intéressants Mhm. dans Notion Calendar. Mais en fait, je suis revenu à Google Agenda parce que la base de mon utilisation de Notion Calendar, c'est que ça fonctionnait et que ce soit synchronisé avec Google Agenda. Il fallait absolument ça. Et en fait, sur le moment, du coup, je me suis dit, Google Agenda est quand même vachement plus agréable à utiliser sur plein de petits aspects. Enfin, c'est un peu plus simple, je trouve. Si j'ai besoin que ça soit synchronisé avec Google Agenda, bah, je vais utiliser juste Google Agenda en fait, et puis c'est tout, quoi. Et c'est ce que je me retrouve à faire maintenant. Et là, tu vois, j'en ai une utilisation assez intensive, même un peu plus poussée encore cette semaine. Je sais pas si on aura le temps d'en parler, mais on en parlera la semaine prochaine sinon. Des petits trucs que je suis en train de tester actuellement en termes de gestion du temps. Et je creuse Google Agenda, c'est hyper agréable à utiliser. Et tu vois, du coup, j'ai cette envie de simplifier les choses un petit peu aussi dans mon business, au point où je me demande si je ne devrais pas prendre en main toute la suite Google Workspace et que ça permettrait des interconnexions qui sont plus agréables et plus fluides que d'autres outils peut-être que j'utiliserais à droite à gauche de manière plus éparpillée. Mais j'aime toujours la notion d'essayer de concentrer un peu les choses juste pour simplifier un peu. Donc j'ai voulu le faire avec Notion, finalement je me suis dit non, ça part pas dans la bonne direction, ça va pas me plaire. J'ai l'impression que c'est juste faire les choses de manière un peu plus compliquée, même avec Notion Calendar. Mais du coup je me posais la question pour la suite Google. Je pense que Ça a l'air je cool. vais y Hein. passer du temps. Ouais. Ça a l'air La assez connexion cool. à Google Meet, Google Ouais. Agenda, enfin tout ça c'est très cool, quoi. Donc Gmail. Nous, on est passé à Notion Calendar parce qu'on met les plannings dans Notion. On a des D'accord. plannings jour par jour, toutes les 2 heures. On a des slots de ce qui se passe. Et du coup, bah, juste dans Google Agenda, c'était Bah juste moi relou. aussi, et c'est l'une des raisons. C'est Ah ce ouais? dont je voulais parler, mais en gros, ouais, non, on va peut-être pas en parler parce que on faisait une blague sur le running gag, mais en vrai, j'ai vraiment envie qu'on Ouais. parle de ce dont il fallait parler aujourd'hui. Peut-être on en parlera la semaine prochaine. Vous faites du time blocking, ça, vous prenez vraiment des blocs de temps, Ouais, vous ouais, dites tout à le chaque temps, fois, tout le temps. Ouais, bah je viens à peine de commencer à faire ça. Ok. Et je sens que ça va changer vraiment beaucoup, beaucoup de choses Bah et oui. que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux pour Attends, mais gérer tu son faisais. temps parce que je fonctionne pas comme ça. Mais tu faisais quoi du coup? En fait, je vois pas En ce fait, qu'il y a juste d'autre. au jour le jour. Allez, parlons-en. Non, mais au jour le jour, ce que je faisais, c'est que je me levais le matin, et j'ai mes notes. Souvent, j'ai mes notes de la veille parce que je préfère noter avant d'aller me coucher. Ça permet d'avoir moins de trucs à réfléchir le soir. Mais du coup, je note en fait simplement sur Windows Notes, les sticky notes, là, les petites notes. J'arrive là et j'ai la liste des tâches les plus importantes à faire selon moi en fait au jour le jour, tout simplement. Donc j'ai une liste de tâches, j'ai une to-do, et tous les soirs, en général c'est plutôt le soir et pas le matin, bah, je note les trucs que j'ai à faire et le lendemain je me réveille et je fais tout ce qu'il y a sur ma liste de tâches. Mais Et donc, je du coup, priorise comme ça, je me dis c'est ce truc le plus important et je vois du jour pour le lendemain, quoi. tu sais pas ce que tu fais genre mardi prochain. Non. Sauf Tu si sais j'ai même- des rendez-vous de prix. Oui, bien sûr. Mais tu sais Ouais. pas ce que tu fais vendredi matin à 11h par exemple. Non, exactement. Et Ok, c'est le wow, changement ok. que je viens d'effectuer parce que en plus, j'en avais déjà parlé de cette histoire de bloc de temps. Mais quand je parlais des blocs de temps à l'époque, j'avais même pas conscience que moi qui pensais inventer un concept, j'avais pas conscience que c'était le nom d'une des méthodes de gestion du temps les plus importantes et les plus courantes en fait, qui est de faire du time blocking. J'avais pas compris qu'il y avait littéralement un anglicisme pour dire la même chose. Et donc je découvre et donc j'écoute une vidéo, le mec en parle et tout ça. Je me dis ouais, c'est intéressant parce que j'ai toujours compris que c'était intéressant de séparer le moment de l'exécution de le moment où tu fais de la stratégie. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour tout et il y a un moment où tu es vraiment en mode stratégie, architecte, visionnaire, et c'est ce moment où tu te projettes et tu sais que ton cerveau est juste concentré à ça, à prioriser et à dire ça c'est important, urgent, urgent pas important, etc.
et à dire ok, voilà les trucs sur lesquels il faudrait bosser ces prochains jours, voilà la stratégie, etc. Et ensuite, il y a le moment où tu exécutes, le moment où tu es l'artisan, où tu travailles, où tu bosses, tu fais toute la partie opérationnelle. Et souvent, j'ai l'impression qu'il y a un conflit latent, permanent entre les deux. Et quand tu bosses au jour le jour, tu résous pas ce conflit, je trouve, en fait. Tu sépares pas les deux et je trouve que du coup, tu as tendance à t'éparpiller, à t'égarer un peu et à pas savoir c'est quoi le plus important. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile. Et je te dis ça, je viens de tester, hein, je commence à peine. Mais je sens déjà la différence. C'est-à-dire qu'il y a le moment où tu prends toutes ces décisions et ensuite, le reste de la semaine, tu arrives, tu rentres dans les blocs de temps, tu exécutes bêtement, c'est fluide. sans te poser aucune question. C'est hyper fluide. Et je trouve que tu priorises mieux parce que tu vois toute ta semaine et tu te dis non mais ça c'est de la merde, ça c'est pas important. Pourquoi je décide de faire ça à ce moment-là, etc. Exactement. Et surtout si tu as un deuxième filtre qui est quelqu'un d'autre, qui est Rachel en l'occurrence, je lui ai demandé de relire exprès mon agenda pour me challenger. Ok, alors parce que c'est ce que j'allais dire, le step du dessus, c'est quand c'est pas toi qui le fais. Moi, c'est pas moi qui le fais. Parce que tout à l'heure, je t'ai demandé ce que tu faisais vendredi à 11h. Moi, j'ai aucune idée de ce que je fais vendredi à 11h. Par contre, Victoria sait très bien ce que je fais vendredi à 11h. Moi, je sais ce que je fais vendredi à 11h. Je fais de la documentation Copilust. Moi, j'en ai aucune idée parce que c'est pas moi qui le fais. Et donc, du coup, c'est tellement agréable de juste, j'arrive, j'ai aucune idée de ce que je dois faire, j'ai rien dans la tête, mon cerveau est comme vide. Ah, tu sépares le cerveau du corps. C'est intéressant comme c'est trop bien. C'est trop bien. Ah ok. Enfin, non, t'as besoin d'un cerveau quand même, mais tu sépares. Enfin, on se comprend quoi. Oui, je sépare. Oui, c'est comme si tu. Oui, ok. Mais du coup, alors ça, Victoria décide tout. Enfin, tout. vous discutez en fait un. Oui, c'est ça. Elle décide tout. Elle décide quasiment tout. En fait, c'est elle qui se met à gérer le plus en plus de trucs. On est vraiment, là, on est en train de prendre vraiment à pleine balle la piste noire, tout chousse de ski de Victoria CEO. En fait, elle gère les calendriers, les agendas, donc sa semaine, ma semaine. Elle est en train de gérer aussi les relations avec les gens à qui on délègue, parce que là, il commence à y avoir pas mal de gens. Là, on a fait un petit calcul, il y a 7 personnes actuellement. En nous comptant nous, donc 5. Mais moi, je compte pour 1. Donc, elle a 6 personnes à gérer. Et en fait, elle gère ça, elle gère les dates de sortie des vidéos, elle commence à préparer un petit peu les vidéos, elle me les pré-mâche. Et en fait, du coup, commence à y avoir beaucoup de trucs où elle fait de la... Donc, il faut qu'elle soit quand même très compétente dans votre marché et dans la thématique et Shopify alors, et tout ça, quoi. Ça, c'est la bonne seule vision quand même. Ouais, ça, c'est la seule partie où pour l'instant, elle me consulte encore beaucoup. Mais ça reste de la consultation. Genre, par exemple, les 2 derniers mails qui sont assez pointus, un sur le SEO et un sur l'A/B test, c'est elle qui les a rédigés. Moi, je les ai relus. C'est-à-dire que moi, c'est-à-dire que... Moi, je te propose qu'on garde absolument tout ce moment et qu'on ne coupe pas. C'est quand même très drôle. Donc, si on pouvait le garder, plaisir. Ça me ferait plaisir. Pour ceux qui sont en audio, je m'amuse comme un idiot avec des trucs dans ma main et du coup, c'est tombé, ça a fait du bruit. Bref. Donc, oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai juste relu les mails. Et ça, c'est tellement un plaisir de... elle me les montre, je le relis, je modifie 2-3 phrases et j'envoie, quoi. Et en fait, du coup, ça va beaucoup plus vite et ça permet qu'elle fasse plein de trucs pendant que je fais les trucs qu'elle ne pourrait pas faire. Elle ne peut pas tourner, par exemple. Elle ne peut pas tourner, elle ne peut pas closer par message ou en rendez-vous. Elle ne peut pas honorer les rendez-vous avec des clients, etc., etc. Et donc, du coup, elle se met juste à traiter les mails, gérer les partenaires, gérer les trucs, etc., etc. Et donc, le fait qu'elle fasse ça, pour moi, est une libération extrême. Par contre, ça a entraîné des nouvelles petites problématiques. Par exemple, là, on rentre de balader le chien juste avant de faire ce podcast. Et tout le long de notre discussion, ça a été le fait que ce qu'elle me donne comme tâche, c'est pas assez précis. Moi, j'ai besoin d'énormément de précision. Genre, mon slot, il doit être... Enfin, mon bloc de temps doit être hyper précis. C'est-à-dire que si elle met juste bosser sur la formation taux de conversion, je vais arriver devant mon ordi et je vais me tourner les pouces pendant 20 minutes. Après, je vais me dire, alors attends, peut-être qu'il faudrait que je fasse une liste. Je me mets à faire une liste et après, j'entame la liste, tu vois. Alors qu'en fait, si juste elle fait la liste en amont, le gain de temps est considérable. Et donc, c'est un peu ce truc de tout ou rien aussi où soit elle fait tout, presque tout, sauf l'exécution, soit elle fait rien. Parce que sinon, ça marche pas. Si elle fait qu'à moitié, qu'elle me met des slots, mais que je sais pas précisément ce que je dois faire, ça marche pas. C'est ce qui s'est passé 2-3 fois cette semaine.
Et donc là, on Ok. sait qu'on va ajuster. À partir de demain, on sait qu'on ajuste et on sait que ce sera beaucoup plus précis et que j'arrive, j'ai une ligne et ok. Et là, je sais que pendant les 20 prochaines minutes, je dois faire ça. Et qu'au bout de 20 minutes, je dois passer à ça, etc. etc. Et ça marche très bien, en tout cas pour la manière dont je fonctionne. Je pense qu'il y a plein de gens à qui ça marcherait pas du tout, du tout, du tout. Ok. Non, mais la manière c'est dont je trouve que ça intéressant. marche Hâte bien, de je voir trouve. comment ta méthode évolue sur les prochaines semaines. Un retour, en fait, au bout de plusieurs Ouais. semaines à travailler comme ça m'intéresse beaucoup. Moi aussi, hein, je vais attendre d'avoir plusieurs semaines de recul aussi. Je vais pas encore déjà changer alors que je suis que quelques jours à suivre cette stratégie-là qui, moi, me convient bien pour l'instant. De toute façon, j'ai une assez bonne vision de ce qu'il faut faire et surtout, je prends ce temps-là une seule fois par semaine. C'est tout Ouais, c'est bien l'intérêt, en ça. fait, c'est que juste lundi matin, je démarre ma semaine et pendant 1 heure, des fois ça prend du temps, hein, parce que je Ouais, suis en train de mettre des trucs, remplir et des fois tu dis, attends, je fais juste du remplissage, je fais quoi là? Et tu te rappelles, putain, ok, c'est ça les trucs les plus importants. Et là, du coup, qui dit problème dit solution. Donc évidemment, c'est à partir du moment où tu commences à réfléchir, à te dire, attends, c'est quoi les trucs les plus importants chaque début de semaine, peut-être qu'il y a un problème et donc il faut chercher une solution. ouais. Et là, peut-être qu'il faut créer ton propre système sur Notion, par exemple, ou ailleurs, et tu prends t'as tes petites prises de notes, ou tu as éventuellement un manifeste peut-être dans ton entreprise, ou les objectifs de l'année, du mois, du trimestre, peu importe, tu fais des trucs comme ça, et puis tu te dis, ok, à un moment, tu as juste une liste à plus de 4 ou 5 points, voilà les objectifs du mois, et ça se trouve, juste en faisant ça, beaucoup plus rapide et facile Ouais. d'établir comment tu remplis ton temps et tu time block ta semaine quand tu es arrivé au lundi matin, quoi. Ouais, Ça, j'ai c'est- pas encore passé ce step-là. Je suis juste en train d'expérimenter le time blocking pour la première Ouais. fois, très simplement lundi matin, où je fais cet exercice-là. Et en vrai, il y a un petit côté assez satisfaisant. Ça rejoint notre épisode sur la liberté. Il y a un petit côté assez satisfaisant, je trouve, à se mettre soi-même une cage et des limites Ouais. et des horaires. Et tu arrives dans un bloc et tu dis, je fais ça et c'est tout. Je réfléchis pas. Bah, Je sais évidemment. pas, j'aime beaucoup. Je sens vraiment que ce besoin d'avoir des règles, des codes, un cadre, un truc un peu strict et tout, et de casser en fait cette idée un peu fausse peut-être de la liberté de faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Non, ça fait du bien. Moi, je trouve que c'est satisfaisant. J'aime beaucoup faire ça et pas réfléchir et être obligé de respecter des horaires et me dire putain là 13h30, faut que je retourne au travail parce que j'ai mon bloc de temps qui commence. J'adore, franchement. Moi, Bah oui. je m'éclate. Toi aussi, Ai-je be- visiblement. Ai-je besoin de dire que moi aussi, moi c'est toujours un truc que j'ai prôné, c'est-à-dire que je prône comme je l'ai toujours fait le tout ou rien, c'est-à-dire que soit c'est militaire et millimétré, soit c'est du live complet, mais le live complet n'implique absolument à aucun moment du travail, quoi. Le live, Ouais. c'est-à-dire que dans ma vie idéale, soit je passe mes journées parfaitement millimétrées, parfaitement chronométrées à faire que des choses pour optimiser ma santé, mon temps, mon argent, mon bonheur, soit je passe ma journée à faire des choses horribles pour ma santé, horribles pour mon cerveau, horribles pour mon corps. Le tout est dosé, lequel est lequel. Et le truc, c'est que c'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux. L'entre-deux, ce qui est bien, c'est que Et là, c'est le l'entre-deux, moment où tu commences à lyncher le podcast et tout ce qu'on dit. Il n'y a pas d'entre-deux, Alexis. L'entre-deux, ça n'existe pas. mais si justement, ce qui est bien et que moi j'aimais bien, c'est que toi tu es tout le temps dans la nuance et moi je suis tout le temps dans le tout ou rien. C'est comme ça qu'est né le nom du podcast. C'est qu'en fait, il y a un entre-deux. Le fait de tout le temps nuancer ou le fait de tout le temps être dans le tout ou rien, cet entre-deux, c'est nos discussions, je pense. Et donc du coup, c'est un peu Ouais. comme ça que je vois le truc et c'est comme ça que pour l'instant ça marche le mieux. Depuis qu'on est là, il y a eu extrêmement peu de rien, hein. C'est toujours du tout. C'est-à-dire que tout est très carré, tout se passe très bien, tout roule. Il y a eu 2-3 moments un peu freestyle, mais c'était des moments choisis, donc pas vraiment des moments freestyle du coup. Ok, bah écoute, je pourrais surenchérir. J'ai eu des idées de trucs à dire, à rebondir et tout, mais si tu veux, on peut juste passer à la suite parce Tout qu'on à avait fait. 2 sujets à aborder. Est-ce que tu commencerais pas par répondre à ma question de la semaine dernière? Ouais, est-ce que tu peux me la Euh, reposer? Ouais, bien sûr. Alors écoute, tout part d'une discussion avec mon coiffeur. Et ça, Mon... c'est pas piquer des hannetons, comme on dit. Et ça, c'est pas piqué des hannetons, hein, vraiment pas. Non, non, non. J'avoue qu'il m'a pris par surprise. Quand il a dit ça, je me suis dit, c'est super profond comme question. Et alors, C'est non vrai pas que c'est que je très dis que mon profond. coiffeur n'est pas profond, mais vous voyez l'idée. Je veux dire, on s'attend pas à partir sur une discussion de développement personnel ou de J'adore, philosopher comme ça avec son coiffeur, quoi. j'adore la pente sur laquelle tu es en train de glisser. Continue, Alexis. Donc, mon coiffeur me pose la question suivante. Il me dit, Alexis, il me dit pas comme ça parce qu'on se vous voit, Alexis, qu'est-ce que tu préférais? Est-ce que tu préférais
une vie de 180 ans ou est-ce que tu préférerais une vie de 160 ans ou 2 vies de 80 ans? Donc en gros, ça veut dire est-ce que tu veux vraiment faire une seule et unique vie et tu vis 160 ans? Et alors juste pour préciser, ça veut dire évidemment que passé 100 ans, j'ai pas dit qu'on était écroulant comme on pourrait l'être dans les 100 ans d'aujourd'hui. Bien sûr, Juste oui, c'est voilà, proportionnel. tu fais une moyenne, tu me fais une médiane. En gros, quand tu as 80 ans, c'est l'équivalent d'avoir 35 peut-être. Enfin, tu vois l'idée, quoi, un truc comme ça. Donc une seule vie de 180 ans où tu meurs à 80 ans et ensuite tu recommences ta vie à nouveau à 80 ans. La même vie. Tu recommences ta vie tout court, pardon. 80 ans. Et tu recommences ta vie, une deuxième vie de 80 ans. Et je précise parce qu'il y a une question dans la question, c'est que si jamais tu choisis... en fait, la question, on peut la poser dans les deux cas, mais c'est surtout dans le deuxième cas. Si jamais tu choisissais 2 vies de 80 ans, est-ce que tu recommencerais 2 fois la même chose en disant que la deuxième fois, tu vas pouvoir faire beaucoup mieux que la première fois et donc capitaliser sur tous tes efforts de la première vie, ou est-ce qu'au contraire, tu choisirais 2 vies complètement différentes, 2 expériences de vie complètement différentes? Mais la question peut se poser aussi de des choix que tu ferais dans une vie de 180 ans, évidemment. Voilà. Ok, Première question, du coup. Ok, j'ai quelques questions pour préciser, pour être sûr de ma réponse. Vas-y. Premièrement, quand tu vis jusqu'à 180 ans, t'es le seul à vivre jusqu'à 180 ans. Alors, juste, dis-moi en quoi ça change ta réponse. Si sur 180 ans, t'en as 80 où tous les gens que t'aimes meurent, c'est pas ouf. Ouais, mais ça, c'est relou, ça, les trucs. Je le vois Moi, dans je veux d'autres juste podcasts. qu'on précise. Ils font les malins à chaque fois. Ils disent Non, oui, non. mais tu peux le mettre ta question. Ils font exprès, en vrai. Je veux juste qu'on précise. Je veux juste être clair. Pour moi, dans la vie de 180 ans, t'es le seul. Non, on va dire que tu vis dans un monde où les gens font le même choix que toi. C'est-à-dire, il y a des gens qui font le choix de vivre 180 ans aussi, ou 2 vies de 80 ans, par exemple. Ah, mais ça pose problème, parce que du coup, c'est plus si intéressant que ça. Ah bon? Bah oui, parce que du coup, si tout le monde a cet avantage, c'est plus un avantage. Bah alors, du coup, tu n'avais pas besoin de me poser la question. Tu pouvais déjà toi-même établir les règles. Donc, j'établis la première règle, 180 ans. Mais je... Ouais, ok, attends. Oui, mais il y a quand même le choix de vouloir vivre une seule vie ou 2 vies, quoi. Une très longue vie ou 2 vies moyennes, en temps, je veux dire. 2 vies pas ouf. 2 vies pas ouf. En gros, la vraie question et le vrai sujet, j'ai l'impression qu'au fond, c'est de choisir entre les efforts cumulés sur une vie, 180 années d'efforts cumulés, ou le renouvellement et l'enrichissement et l'aventure de l'expérience de 2 vies différentes, où tu revis 2 fois ton enfance, une adolescence, la vieillesse, enfin tout quoi, au lieu d'avoir une seule très longue vie où tu vis tout une fois, mais tout est beaucoup plus long, tu as beaucoup plus de temps, et donc tu peux passer 20 ans à rater tous tes projets, et c'est pas grave si tu arrives la 30e ou la 40e année, tu peux encore avoir une belle et longue vie devant toi. Ok. Voilà. Il y a vraiment, moi je le vois comme ça, le choix de l'aventure de 2 vies versus les efforts cumulés d'une vie, quoi. Ok. Et donc, deuxième question pour être sûr de bien préciser. Quand on dit recommencer ta deuxième vie, si par exemple, mettons que je sois né en 2000, le jour de mes 80 ans, je renais en 2000 ou je nais en 2080 à 0 ans du coup? 2080. Ah, je recommence en 2080, je revis pas exactement la même vie. Non, tu ne revis pas exactement la même vie, tu fais une deuxième vie dans la continuité de la même échelle temporelle que tout le monde, mais juste tu repars sur une deuxième vie de 0. Ok. Au lieu d'avoir une seule vie qui continue. Et pas avec toutes les connaissances que j'ai du coup. Il faut essayer au maximum. Non, oui, non, mais il faut mettre au maximum de geler les autres paramètres et de comparer, comme on dit, toutes choses égales par ailleurs, tu vois. C'est-à-dire, donc, si on fait le toutes choses égales par ailleurs, il faudrait que tu sois sur la même échelle de temps. 80 et 80 ou 180. Vous voyez pas, je suis en train de faire des gestes, c'est pas grave. Mais Louis, il a compris. Ok. Et dernière question. Ah non, mais attends, ça veut dire qu'il y a 3 questions. Attends. Non. Tu vas répondre à ma question ou pas? Oui, je vais y répondre. Qu'est-ce que tu penses que je répondrais? C'est ça ma question. Je pense que tu prendrais une vie de 180 ans. Moi, je pense que tu prendrais 2 vies de 80 ans, toi. Oui. Podcast terminé. Oui. Merci à tous d'avoir suivi ce 17e épisode. Voilà. Moi je prendrais... T'as raison et j'ai raison, donc est-ce qu'on a besoin de se l'expliquer? Non, mais non, en même temps, il n'y a plus de podcast. Donc, c'est pas faux. Oui, pas faux. Non, mais vas-y, explique-moi ton choix du coup. Moi, c'est très simple. Je prendrais une vie de 180 ans. Alors, au début, j'allais dire 2 vies de 80 ans.
Je prendrais une vie de 160 ans. Au début, j'allais dire 2 vies de 80 ans parce que je croyais que tu recommençais la même vie. Et donc, j'allais répondre, je prends 2 vies de 80 ans parce que comme ça, à partir d'aujourd'hui, là, j'arrête absolument tout ce que je fais. Je me mets à acheter des cahiers et des stylos et je prends des notes sur tout ce qui se passe. Tout. Des dates, tout. Et j'apprends par cœur chaque date. Alors, je le voyais pas comme ça, mon exercice. Donc, effectivement, Oui, t'as c'est bien pour fait ça. de C'est pour ça que préciser, j'ai. parce que oui, les 80 années suivantes, effectivement, c'est dans la continuité, quoi. Et oui, exactement. Et de la même façon que, oui, tu as les connaissances que tu as. Parce que s'il y a 2 vies de 80 ans, et qu'il faut déjà, pour que ça ait un intérêt, il faut que tu te rappelles que tu es dans une deuxième vie de C'est 80 ans. Sinon, il y a pas de. Donc, oui, tu gardes les connaissances. Par contre, on va dire que je mets un firewall et que tu n'as pas le droit de savoir qu'il y a le bitcoin, que tu peux acheter du bitcoin ou ce genre de truc. Sur ça, aucun intérêt, mon exercice. Donc, voilà. Ok, pense parce qu'en au fait, firewall, moi, pas de bitcoin et pas d'action Tesla. Ok, pas de Bitcoin, pas d'action Tesla, tout cela. Donc c'est pour ça que j'ai répondu du coup la deuxième possibilité qui est 160 ans, puisque moi je crois bien plus aux intérêts cumulés qu'en quoi que ce soit d'autre, en tout cas plus qu'à l'aventure, selon ma philosophie, pour mon épanouissement personnel. Oui, c'est pas une croyance, mais voilà, tu non, valorises pour, plus. oui, c'est ça, pour c'est ça. mon épanouissement à moi. Je crois beaucoup plus que les effets cumulés vont avoir un impact positif sur mon épanouissement. Voilà, c'est ça ma phrase complète. Et donc du coup, je prendrais complètement ça parce que ça me permettrait, comme tu l'as dit, de peut-être beaucoup plus prendre mon temps. Le fait que tous les gens qui ont 80 ans répètent que la vie est courte est un truc qui me terrifie. Alors que moi, je vis très bien mon âge. Je vis extrêmement bien mon âge. J'aimerais bien être un peu plus âgé même. Que je ne le suis réellement, pas que j'en ai l'air, mais que je ne le suis réellement. En fait, j'aimerais bien avoir. Quand même que dans ta deuxième vie, je rappelle bien que tu as quand même les acquis de la première, quand même, sur un certain nombre de sujets, tu vois, je veux dire. Mais sur quoi je sais pas, moi, imagine que tu es un gamin timide dans ta première vie et que tu as grandi, tu as été un adulte et que tu as passé 30 ans de ta vie dans du développement personnel. Quand tu recommences ta deuxième vie, tu vas probablement mieux t'en sortir et avoir plus de potes à l'école, tu vois, c'est ça que je veux dire. Ce genre de sujet, c'est-à-dire que oui, tu n'achètes pas de bitcoin, mais il faut quand même que ça serve à quelque chose d'avoir une deuxième vie. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est... Non, mais c'est très... On va définir les règles claires, précises, et on vous revient dans un prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi. C'est compliqué. Vous voyez, Louis, c'est ce genre de personne en fait qui veut vraiment préciser les contours d'un truc au point où ma question perd de son sens. Et où plus personne n'a envie de connaître la réponse, mais c'est pas grave. Mais si, vous avez tous envie de connaître la réponse, mais les règles aussi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense quand même. Les règles sont pas importantes, c'est une question de fond très très vague et très philo. C'est pas, tu vois, plus tu précises des règles et plus ça perd, je trouve, de sa substance de répondre à ce genre de questions. Sauf si la question est vraiment trop con. J'entends que peut-être que ma question est mal posée. Non, mais attends. Je pense non, elle est pas si si mal posée. Elle est intéressante quand même. Je pense qu'elle est intéressante aussi, et je pense que ma réponse serait. Dans le cas où les règles que j'ai évoquées sont appliquées, ma réponse serait une vie de 160 ans. Encore une fois, pour les intérêts cumulés. Qui répond de manière contractuelle, quoi. Il y a vraiment la clause avant, dans la mesure où toute chose égale par ailleurs. Oui, mais les règles expressément suscitées eût été respectées, vraiment dans ce cas. Très bien, ok. Bon, écoute. Et donc, ça précise les choses. Je reprécise un autre truc. En fait, on m'avait déjà posé cette question sous un autre angle qui est tout aussi intéressant à mon sens. C'est si tu recommençais ta vie, qu'est-ce que tu changerais ? Oui. Et là, moi, j'ai un plan extrêmement bien ficelé pour ça, tracé, parce que c'est un truc auquel j'ai déjà pensé plein de fois. Parce qu'il y a plein de trucs que j'aurais bien aimé faire autrement. Et dans les trucs qu'il y aurait, c'est que j'irais chercher les gens que je veux actuellement. Enfin que j'ai actuellement dans mon entourage, mais j'irai les chercher bien plus tôt. Et d'une autre manière, d'une manière où je sais que ça fonctionnerait. Genre j'irai chercher Victoria, alors qu'on aurait... on va pas perdre le temps d'aller en prépa et tout. J'irai chercher Victoria bien avant. Toi, j'irai te chercher avant aussi. Et en fait, le fait de faire ça fait que tu pars beaucoup plus rapidement. En fait, je gagnerais énormément de temps, en fait. Énormément. Je sais pas si ça servirait à quelque chose, mais c'est ce que je ferais. Je te challenge sur un truc pour voir ce que tu en dis. Qu'est-ce que tu penses de l'intérêt d'avoir le recul d'une vie d'adulte pour pouvoir revivre à nouveau ta vie d'enfant ? Parce que quand tu grandis, tu vois tes premières années, tes plus jeunes années très très différemment. Tu vois les trucs qui étaient bien, les erreurs que tu as commises.
Tu vois que tu te prenais vraiment la tête sur des trucs qui n'étaient pas si importants. Tu vois un peu les dynamiques de cours de récré, comment tout ça fonctionne. Tu vois aussi ce que tu peux aller chercher de plus intéressant quand tu es plus jeune, du fait de ta jeunesse et toutes ces choses-là, les expériences de vie, etc. Et on est tous comme ça. On passe tous par un moment, des étapes. Tu n'y es pas encore, mais ça viendra de plus en plus. Je veux dire, ta trentaine, ta quarantaine, tu vas regarder ton enfance très différemment. Tu vas dire, ok, c'était très bien, mais j'aurais peut-être pu quand même faire ce choix-là, ou ça aurait pu se passer différemment. J'aurais pu faire preuve de plus d'audace à tel moment. J'aurais pu partir sur une tangente ici, faire ce genre d'études, me faire plutôt des potes de cette façon, etc. Je sais pas, mais tu vois ton enfance différemment. Tu as ce recul de ta vie d'adulte. Et du coup, quand tu as les 2 vies de 80 ans, eh ben, ta deuxième vie d'enfance, tu bénéficies justement des bénéfices d'avoir eu une vie d'adulte avant de retourner à une vie d'enfant. Et je trouve que c'est assez intéressant. Je vois ce que tu veux dire, mais j'aime pas du tout cette période de la vie. J'aime pas l'enfance, j'aime pas les enfants de manière générale. Alors, pas en mode je veux pas qu'il y en ait un dans une pièce, mais mais ce que je veux. Non, mais forcément, si tu rigoles, je passe pour un salaud. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est vraiment pas du tout une période de la vie qui m'intéresse. Je la vois comme une profonde perte de temps. Alors, certes, c'est très important, il faut se structurer, la socialisation primaire, secondaire et tout, ok. Mais pour moi, si l'enfance était un peu plus. Un peu plus rigide, je pense que ça changerait pas grand chose. On peut toujours se construire malgré ça. Et du coup, c'est juste pas une période que je trouve hyper fun. Je trouve que tu es très limité toi-même. Je veux dire, intellectuellement, tu te poses énormément de questions auxquelles tu n'as pas les réponses. Et en grandissant, tu te rends compte que ça servait à rien de te les poser parce que les réponses ne sont pas toujours utiles. Tu es très limité aussi, je veux dire, au niveau technique. Il y a plein de trucs que tu peux pas faire. Et moi, c'est un truc qui m'a frustré pendant des années et des années. J'ai eu envie de partir de chez mes parents hyper tôt, par exemple. Et ça m'a saoulé, quoi. C'était un truc. Non pas que j'avais un problème avec mes parents, c'est juste que je voulais faire des trucs, quoi. Et donc ça, c'était un truc assez problématique pour moi. L'enfance tout court, j'ai très peu de souvenirs. Et dans mon souvenir, c'est pas un truc hyper fun ça me manque pas, quoi. Genre les dimanches matins à regarder des dessins animés, c'est pas un truc qui me manque énormément. Ah, c'était bien quand même. Hein. Et donc du coup, tout ça cumulé fait que revivre une enfance, j'aurais plus l'impression de perdre du temps de ma vie plutôt que d'accumuler jusqu'à 180 ans où là, le moment où ton cerveau est à fond, en fait, tu vois, t'as 2 fois plus d'années. T'as 2 fois plus d'années à ton prime physique, 2 fois plus d'années à ton prime de testo, 2 fois plus d'années à ton prime de cerveau. Enfin, tu vois, tout est 2 fois plus, quoi. Donc, en même temps, le résultat est le même. Hein. En réalité, tu as 2 fois plus dans les 2 cas, hein, de toute façon, quelque part. Mais oui, ça marche plus dans ton sens, effectivement, sur ton choix. Non, c'est vrai. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la double aventure, quoi. C'est de faire un parcours de vie qui est absolument différent la deuxième fois de la première. S'il y a un premier parcours qui est vraiment orienté entrepreneur, peut-être que le deuxième serait plus un parcours de passion. Par exemple, j'en sais rien, je deviendrai un scientifique de quelque chose et j'essaierai de faire de la recherche profonde et tout en allant faire des trucs de fou dans la jungle et tout. Tu vois, un truc qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et j'essaierai d'avoir un socle de valeurs qui pourrait être un peu différent, où je passerai moins de temps à essayer de gagner de l'argent, encore que être un super scientifique très épanoui, ça peut être pas mal aussi d'avoir une liberté financière pour être juste tranquille et faire ce que tu as à faire. Donc dans tous les cas, c'est toujours utile et très intéressant d'avoir de l'argent pour être plus tranquille, pour être plus libre. Mais je me trouverai le moyen de faire un choix de vie différent. Peut-être une carrière, j'en sais rien, moi, plus de sportif, par exemple, dans la deuxième vie, ou scientifique, ou j'en sais rien, un truc comme ça. Mais parce que quand on dit salariat, on pense vraiment souvent à des petits métiers qu'il y a partout autour de nous, que nous on voit au quotidien. On pense assez peu à des métiers qui sont pour le coup aussi du salariat. Peut-être d'être un sportif, peut-être d'être un scientifique, peut-être d'être un chasseur de venin de serpents dans la jungle. Toi-même tu sais, ce genre de choses, quoi. Tu vois, en fait, des fois il y a des idées de métiers, il y a des métiers juste on n'a pas conscience qu'ils existent et on caricature le salariat et on oublie l'extraordinaire diversité des métiers qui existent. Et j'aurais peut-être envie, non pas spécialement d'être salarié, c'est pas ça le sujet, c'est juste de tester un truc un peu plus ouf et excitant sur d'autres aspects de la vie, d'autres sujets à côté desquels je serais complètement passé à côté la première fois, parce que je pense que là il y a des sujets dans la vie
et des formes de passion, d'excitation, de choses à côté desquelles toi et moi on va complètement passer à côté et rater. Et c'est normal parce qu'on fait des choix. La vie ça s'appelle faire des choix. Donc on passe forcément à côté de plein de trucs. Bah, je me dis la deuxième vie ce serait l'occasion d'essayer d'aller voir ailleurs quoi. Sans mauvais jeu de mots. Ok, ouais, c'est marrant parce que du coup, si je pouvais recommencer ma vie, enfin Tu feras quand même la même chose en mieux, c'est ça? je ferais la même chose en mieux, ouais. Je m'éviterais juste tous les problèmes jusqu'à maintenant, parce qu'après, bon, je vais pas, enfin, c'est cheaté si je peux m'arrêter à 80 ans et revenir exactement au moment et refaire toute ma vie en mieux. J'aurais d'autres problèmes en fait, c'est tout, que je peux pas prévoir. Mais jusqu'à maintenant, je m'éviterais les problèmes que j'ai eus et je ferais juste mieux jusqu'à maintenant, je pense. J'irai pas à l'aventure, quoi. Pas du tout. Ok. Bon, bah écoute, ça marque la différence et ça permet de signer ce podcast entre Tout à fait. deux. Donc écoute, c'est parfait. Exactement. Et là-dessus, je te propose, si tu veux, sur le temps qui nous reste, apparemment, tu voulais aborder un sujet business. Ouais. Ce qu'on n'a évidemment pas du tout fait jusqu'à maintenant. On n'a abordé absolument aucun Sujet business. Donc, aucun, absolument aucun. Je te tends une perche. Vas-y, du coup, tu avais l'air très, très enthousiaste à l'idée de parler de quelque chose, mais j'ai réellement, sincèrement, aucune idée de quoi il s'agit. Tout à fait, parce que je t'ai rien dit. Alors, la productivité et le time blocking. J'étais plus ou moins... Ah oui, c'est vrai que j'étais assez enthousiaste la semaine dernière. Je le suis un peu moins suite à une nouvelle juridico-finanço-légale d'ordre de paiement international de Dubaï à l'Europe, mais c'est pas grave, et en plus il va falloir respecter les règles, donc ça remet en question pas mal de trucs quand même. Je vous le dis par exemple d'avance, si vous pensez qu'en venant à Dubaï vous payez pas du tout d'impôts et tout, c'est pas vrai. Attends, tu fais référence à la TVA alors, du coup, ou tu parles d'autre chose? Je fais référence à la TVA. Ah tiens, comme c'est bizarre. Qui après... Ah mais regardez notre Louis qui grandit, c'est comme de voir une plante, vous savez, en time-lapse, qui grandit hyper vite. Vous voyez le petit bourgeon, vous voyez la petite feuille ensuite qui sort, avec les petites fleurs et tout, la tige qui grandit. C'est sauf ça, qu'il y a Louis, deux, que trois je vois trucs. là en ce moment. Il y a deux, trois trucs que je savais pas et que je pense que tu savais pas non plus. La TVA est irrécupérable quoi qu'on fasse. Ah non, ça je savais. Oui, bah non, mais en même temps c'est logique. Je comprends pourquoi. Alors, si, en fait, non, attends. Je me suis pas posé la question. Non, mais, attends. Si, je comprends. Non. Non quoi? Par exemple, moi je m'étais dit et j'ai passé le rendez-vous devait durer 10 minutes. J'ai passé un bon 40 minutes à essayer de trouver des solutions. Parce que du coup, on avait un rendez-vous avec un avocat fiscaliste international basé à Hong Kong. Bonjour monsieur, il était très sympathique au demeurant, mais je sentais que je lui cassais les couilles au bout d'un moment, quoi. Mais c'est que moi, dans les 5 premières minutes, j'ai compris que mon activité venait de perdre 20%. Parce que il m'a dit, il suffit d'augmenter vos prix. Je lui ai dit, mais t'es con ou quoi? ça marche pas comme ça. Mon prix, je l'ai étudié. Mon prix, il est en fonction de mon marché, en fonction du pouvoir d'achat des gens, en fonction de mon offre. 20%, c'est énorme. Je peux pas d'un coup passer... de 20%, tu dis ça, mais en vrai, si tu veux augmenter de 20%, c'est bizarre comme raisonnement. Je vois ce qu'il veut dire, mais tu augmentes de 20% pour gagner 20% en plus. Pas pour juste... voilà, mais je comprends ce qu'il veut dire, mais ça peut être une remarque un peu con. Ça dépend à qui t'as affaire, mais c'est peut-être pas qu'il a affaire à Louis Strève, donc c'était pas utile de dire ça, je pense, pour que tu penses. C'est pas le sujet, évidemment que je peux augmenter de 20% du con, mais si j'augmente de 20%, c'est pour gagner plus. C'est pas pour éponger ton truc de... Et donc bref, donc il y a 20% de TVA quand on travaille avec l'Europe, l'Union européenne, de manière générale. On ne peut absolument pas y couper. Et non seulement on ne peut pas y couper, mais en fait, même si j'effectue des achats en Europe, je dois tous les faire hors taxe. L'Europe, depuis juillet 2021, s'est arrangée pour qu'on ne puisse pas la récupérer. C'est impossible. C'est-à-dire que je lui ai demandé, je lui ai dit « Ok, je suis prêt à vous donner un pourcentage plus élevé de ce que je gagne pour que vous trouviez une solution. » Il m'a dit « Ça aurait été avec plaisir. Il n'y a aucune solution. Juste aucune. » Donc en fait... L'Union européenne va prendre 20% de tout ce que je vais gagner sans aucune possibilité pour moi de le récupérer. Ouais, t'avais beaucoup d'achats? Il y avait moyen de récupérer un petit peu quand même? Il y avait moyen de récupérer un peu, tous les mecs à qui on délègue. C'est pas énorme normalement, mais ça a un impact sur tes publicités par contre. Voilà, les publicités, tous les mecs à qui on délègue, toutes les dépenses quand même. Il commence à y avoir pas mal de trucs et de plus en plus, tu vois. C'est plusieurs milliers d'euros par mois et
très vite, ce sera plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Oui, bah oui, dès que tu bosses avec des freelances, ça peut faire des markups assez importants quand même en TVA. Ça peut jouer quand tu bosses avec quelqu'un et que tu le payes 1 000 euros, 2 000 euros, ce genre de somme. Ça et peut jouer. Tu vas rien récupérer du tout. Ok. Rien. Ouais, bah... Donc c'est 20%, c'est juste 20%, quoi. Donc après, on a réfléchi, on s'est dit ok. Enfin, donc moi j'étais en déprime et Victoria en dépression, pour bien marquer la différence entre les deux. Donc on s'est juste dit, écoute, là, genre visiblement, on n'a pas le choix. Ah oui, parce que du coup, après avoir eu le rendez-vous avec l'avocat fiscaliste, j'ai appelé le gars qui a géré ma boîte ici, qui a créé ma boîte ici. Et en parlant un peu à voix basse, je lui ai dit, écoute, est-ce que c'est vraiment un truc que tout le monde applique ? Dans quelle mesure on peut le faire ? Dans quelle mesure on peut ne pas le faire ? Est-ce qu'il faut vraiment le faire ? Je t'assure que c'est pas un truc que tout le monde applique. C'est pas pour autant que c'est une bonne... Okay. C'est pas une bonne nouvelle pour eux, mais absolument tout le monde ne l'applique pas. Ça okay. Je peux te le dire. En tout cas, la réponse de ce très cher Maxime Gauthier a été tout à fait juridique friendly, legal friendly et European friendly, j'en atteste. Il m'a répondu que c'était une loi et donc il fallait la respecter et que il ne pourrait plus faire autrement que c'était pas possible autrement, quoi. Qu'il n'y avait pas d'autre possibilité, que peut-être que certaines personnes ne le faisaient pas, mais que lui n'était pas au courant, que lui le faisait, que ses clients le faisaient et que tout le monde le faisait et donc il fallait le faire. Et donc à ce moment-là, on s'est juste dit, écoute, là ok, ça sert à rien de plus se prendre la tête que ça sur ce sujet. On n'a juste pas le choix. Donc il faut le faire. Évidemment, l'avocat fiscaliste prend 1% de tout ce qu'on gagne en plus, hein. Donc finalement c'est pas 20, c'est 21, avec plaisir. Et ça permet de continuer à régaler l'Union européenne avec plaisir. Franchement, pour ceux qui se posent la question de pourquoi est-ce que Louis est à Dubaï, hein, je vous invite à écouter les épisodes précédents parce qu'on a déjà parlé de tout ça aussi. Parce que là, il va y avoir des gens, ils vont arriver sur cet épisode. Là, tu vas vraiment passer pour le gars qui est juste parti à Dubaï en disant, c'est pas faux. Ah, je vais pouvoir, comme disait un certain très ancien formateur du marché, je vais pouvoir faire péter la TVA. Tout le monde s'est foutu de... je ne citerai pas de nom. Moi, j'avais pas... Mais du coup ça donne vraiment une image de toi. Voilà. Donc, si jamais vous voulez, on a discuté de Dubaï en long, en large, en travers dans 50 épisodes. Et pourquoi tu pars vivre à Dubaï. Oui, bien sûr. Et la TVA en soi ne me dérange pas. Payer la TVA à Dubaï ne m'aurait posé absolument aucun problème. Ça aurait même pas du tout été un problème, même si elle avait été de 20%, je veux dire. Là, le truc, c'est que la TVA à Dubaï, je vais même pas en voir la couleur. En fait, je préférerais payer ma TVA ici, même si elle était de 20%. Vraiment, je le vivrais vraiment mieux. C'est aussi une partie idéologique plus qu'une partie TVA purement... à Dubaï, ça veut dire qu'il te faut des clients à Dubaï. Enfin, moi, je le comprends comme un impôt territorial, donc je sais pas comment... Mais oui, à quoi tu fais c'est référence, le cas. Du coup, sur la TVA à Dubaï. T'as des clients à Dubaï ? Non, aucun. Mais dans ma tête, je sais pas, c'était... bah oui, mais du coup, c'est normal. Oui, non mais d'accord, t'es en phase, c'est comme le pixel Facebook, c'est en phase d'apprentissage. Voilà, je suis en phase d'apprentissage et donc du coup, il y a juste aucun moyen de récupérer le moindre centime, ce qui quand même me semblait légèrement évident. Et en fait, j'ai même appris que, à l'inverse, d'ailleurs ce sera ton cas, ah non, tu me fais pas de facture toi. Ah si, tu me fais des factures. Non. Ah non, tu me fais pas de facture. Mais j'ai appris que tous les Européens qui faisaient des factures... Je vais finir par t'en faire des factures, du coup. Parce que là, je facture encore une boîte en France, mais ce sera plus le cas. Non, c'est moi qui te fais des factures. Non, c'est moi qui te fais des factures. Ah oui, je veux dire, toi, pardon, qui me fait des... Ah oui, c'est ça que tu veux dire. Oui, c'est pas pareil. Oui, non, okay. Tous les Européens qui font des factures à ceux qui habitent aux Émirats doivent faire des factures hors TVA. En plus. Donc ça pénalise, entre guillemets, aussi les gens. C'est-à-dire que ceux qui travaillent avec moi ne peuvent pas récupérer la TVA. Donc c'est vraiment fait pour que ce soit compliqué, que ça se passe pas bien et que les gens soient pas contents, quoi. Un peu, hein, dans je trouve que la TVA en Europe, de toute façon, c'est un des mécanismes les plus compliqués à maîtriser. Moi, c'est un des trucs qui a été notamment le mécanisme d'autoliquidation. Et j'ai beaucoup de mal. Ça a pris du temps. J'ai des notes. Et il en fallait des notes, crois-moi. Et ça a été un des trucs les moins évidents, je veux dire, par rapport à juste de l'impôt des sociétés ou de l'impôt sur les sociétés où voilà, tu arrives... C'est 25% et encore, c'est un tout petit peu plus. Il y a des petites tranches aussi, mais il n'y a quasiment pas de tranches. En gros, c'est 25%. Bah voilà, tu as compris quoi. Le mécanisme de TVA, avant de le comprendre, c'est pas évident, tu vois. Ouais. Tu es en dehors de l'Union européenne, tu es dans l'Union européenne, tu es auto-liquidation, pas auto-liquidation. Enfin, c'est un peu le bordel. Donc, moi, j'ai mis des années avant de me sentir vraiment familier avec ce sujet-là.
Et je te souhaite de faire ça en beaucoup moins de temps. Mais du coup, tu te familiarises avec la TVA. Exactement. TVA, bonjour. Mais donc voilà, la TVA, c'est un sujet que je pensais non pas pouvoir éviter, mais au contraire que je pensais que ce serait un sujet local, un sujet d'ici. Et en fait, pas du tout. L'Europe va continuer. Mais en parlant d'Europe, ça me fait penser, il nous est arrivé une petite anecdote hier dans le Uber. On était avec un chauffeur Uber qui était particulièrement sympathique. Et à un moment, il nous demande d'où il vient et tout. Donc pour lui, c'était évident qu'on était français, évidemment. Donc à chaque fois, je lui demande mais pourquoi c'est si évident. Et donc il se marre et ils nous disent l'accent, la manière dont on se comporte et puis nos têtes. Donc je dis bon, ok. Et donc là, moi je lui demande d'où est-ce qu'il vient. Donc il me dit qu'il vient du Pakistan, qu'il est ici depuis 20 ans. Puis je commence à lui poser des petites questions parce que je me dis ok, là c'est le bon moment pour poser des petites questions sur la vérité, tu vois, la vérité sur Dubaï. Et donc, je lui dis, mais toi, t'es content d'être ici en tant que Pakistanais et tout? Alors, oui, c'est un chauffeur Uber, ok, pakistanais. Tu as des détails sur sa vie un petit peu? Qu'est-ce qu'il est venu faire à Dubaï? Il est venu travailler. Il y a quand même plusieurs classes sociales à Dubaï. Donc, il est venu travailler pour mettre de l'argent de côté, pour l'envoyer à sa famille qui, elle, est restée au Pakistan. Depuis 20 ans. On est probablement dans le sujet, quoi, oui. de ce dont tu as envie de parler. On est dans le sujet, on est tout à fait dans le sujet. J'ai senti... Uber, je les aurais pas, mais il y a plein de Uber différents. Je pense qu'il y en a qui s'en sortent royalement bien et d'autres pas du tout. Plein de Uber différents. En fait, il m'a expliqué qu'au début, il n'avait pas du tout cette voiture-là, parce qu'il avait une très bonne voiture, qu'il a juste au fur et à mesure économisé. Après, il a pu faire un prêt, et donc là maintenant, il a une super voiture, et il rembourse et tout. Et donc, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il était là. Il m'a dit que... Alors, premier truc, il m'a dit... la criminalité ici ça n'existe pas, c'est super sécure, j'ai une super voiture ici que j'ai pu m'acheter parce que j'ai gagné mon argent et tout, personne la touche, il n'y a personne qui va la rayer. Et donc je dis et donc là-bas au Pakistan ça craint un peu plus et tout, il y a un taux de criminalité. Il me dit ah là là, beaucoup trop et tout. Et là il s'est passé un truc qui donnerait honte, enfin qui moi m'a donné honte. En vrai j'ai eu honte premier degré. Il m'a dit mais comme en France. Et donc je me suis dit, dans la tête d'un Pakistanais, il y a autant de criminalité, il y a autant de criminalité en France qu'au Pakistan. Et donc, tu sais que pour beaucoup de Français, je pense que le Pakistan, c'est un pays qui finit en "an", c'est un pays de terroristes. Oui, mais oui. Tu vois, ils n'ont pas compris que le Pakistan, c'était plutôt l'Inde, en fait. Oui, tout à fait. Et ils ont pas, avec un peu moins de thunes. C'est vraiment un pays où il ne faut pas aller. Oui. Grosso modo, pour moi, c'est l'Inde en peut-être un peu moins magnifié par l'histoire avec un grand H, quoi, qui n'a pas autant de... Mais quand tu y vas, ils ont quand même un peu la même tête et tout. Mais c'est ça. D'ailleurs, j'aimerais bien y aller. C'est un autre sujet. Mais oui, du coup, c'est lui qui t'a dit ça. C'est lui qui m'a dit ça. C'est lui qui m'a dit... C'est beau. Ah bah, comme en France. Ça m'étonne pas que vous soyez là, vous aussi, vous êtes venu pour ça. Donc je dis, bah oui, c'est vrai qu'on est venu... Et en fait, en lui répondant, je me suis rendu compte que oui. C'était en partie pour ça qu'on était venu, ça on le savait, mais lui qui vient du Pakistan, il est venu en partie pour ça aussi. Donc en fait on est venu pour les mêmes raisons, donc c'est peut-être qu'il a pas si tort que ça. Et en fait je me suis juste dit c'est terrible. Et ça a vraiment créé un moment où je me suis vraiment dit ok, je pense que la situation est légèrement pire que ce dont on a l'impression quand on y vit et quand on la vit. Et ensuite, je lui ai posé plein de questions sur comment étaient les travailleurs ici, est-ce qu'ils étaient heureux et tout. Et il comprenait pas, vraiment, j'ai des questions presque un tout petit peu gênantes. Ça allait parce qu'il était très cool, mais il comprenait pas pourquoi j'insistais. En fait, au début, il comprenait pas ma question. Je lui ai dit, mais les travailleurs ici, est-ce qu'ils sont bien traités ? Et il m'a vraiment dit, bien traités, c'est-à-dire ? Et je dis, est-ce qu'ils sont heureux ? Parce qu'après, c'est en anglais, il comprend que la moitié. Déjà, il parlait pas très bien anglais et tout. Et je lui dis, est-ce qu'ils sont heureux et tout ? Il fronce ses sourcils, il me dit, mais why not happy ? Je dis, je sais pas, peut-être que c'est dur, les conditions de travail et tout. Il me dit, non. Et il commence à me dire, mais non, c'est génial ici. Tout le monde est gentil, tout le monde se respecte. On te pose pas de questions sur ta religion, tu fais ce que tu veux. Et il commence à me dire, les juifs, les arabes, tout le monde s'en fout, les musulmans, les chrétiens, il y a des bouddhistes, on s'en fout, on fait ce qu'on veut, on se fait pas agresser, on se fait pas tuer, on se fait pas rayer la voiture. C'est génial ici. Et donc là, je me suis dit, ok, en fait, tout ce que moi je projetais comme étant quelque chose de vrai, là, il y a un gars qui est là depuis 20 ans
Et il m'a tout dit. Il m'a dit tout ce que je pensais. Et donc à la fin, je lui ai dit, mais toi, t'en connais beaucoup des travailleurs et tout qui travaillent sur les chantiers, machin. Et il m'a dit, oui, moi je vis dans les mêmes quartiers qu'eux. Et donc en fait, tout ça, c'est juste... tout ce que moi je projetais comme étant vrai est complètement vrai, en tout cas d'après ce gars. Là pour l'instant, il y a un gars. Je vous assure que je vais parler à 2 gars, puis à 3 gars, puis à 4 gars, pour être sûr. Mais je vais essayer d'itérer quand même. Mais en fait, là, on a un gars qui a confirmé, qui a plus que confirmé, quoi. Il a vraiment... Il y est allé, quoi. Il était presque... Il comprenait même pas au Oui. début pourquoi tu lui posais la question. Et il comprenait même pas. Il me disait, mais comment ça, pas heureux? C'est-à-dire pas heureux. Et donc, en fait, c'était assez intéressant. Sur ce premier point de la France et le Pakistan ont le même taux de criminalité selon lui, ce qui est peut-être vrai, en fait, ce qui serait terrible, mais ce qui est peut-être vrai. Et sur ce deuxième point de, évidemment qu'on est heureux, c'est trop bien ici. Et donc après, je lui ai dit que la plupart des Français avaient une assez mauvaise image de Dubaï. Et il s'est marré et il a dit un truc à moitié en pakistanais, à moitié en anglais que j'ai pas compris, mais qui avait l'air d'être du foutage de gueule globalement. Donc je me suis dit que c'était un monsieur très heureux, qui était très poli et qui avait l'air très content d'être là. Il m'a dit qu'il rentrait une fois par an et qu'il était très heureux de sa vie depuis 20 ans. Au Pakistan? Ouais. Il rentre une fois par an. Ouais. J'ai revu encore il n'y a pas très longtemps des extraits d'un documentaire. Je ne l'ai pas regardé entièrement. C'était un documentaire qui était très très à charge sur Dubaï et leur méthode de faire venir justement des Pakistanais, des Indiens, dans ces régions-là, quoi, et de les faire venir en tant que travailleurs et de les retenir en otage, de garder leurs papiers pour pas qu'ils puissent s'enfuir, etc. C'est un documentaire qui date d'il y a quelques années. S'enfuir parce que ça sous-entend qu'ils voudraient s'enfuir parce qu'ils sont vraiment retenus en otage, ils n'ont pas leurs papiers, ils sont obligés de rester, de travailler. Ce documentaire m'a fait me poser la question aussi de déjà, est-ce que le modèle de Dubaï et des Émirats est un modèle que les gens ne supportent pas parce que ça n'incarne pas leurs valeurs et leur vision du monde déjà, premièrement. Et donc, cette espèce de grosse concentration hyper capitaliste aussi, parce qu'il faut appeler un chat, avec un penchant pour l'innovation, pour essayer de faire des choses folles, et pour aussi maîtriser un peu la ville d'une main de fer, avec une sécurité, avec ce que les gens disent oui, il n'y a pas de problème de sécurité à Dubaï, évidemment, parce qu'ils finissent tous en prison. Non, c'était pas comme ça qu'il le disait. Il le disait, il n'y a pas de problème de sécurité parce que c'est des pauvres. Je sais pas, il faisait un lien avec le fait que c'était des pauvres, un truc comme ça. Et moi, je disais, mais non, mais c'est juste que, en fait, si tu fais quelque chose à Dubaï, tu vas justement finir en prison, et donc tout le monde respecte ça, et il n'y a pas de problème, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une vraie sécurité, les gens ont vraiment peur, mais peur dans le sens plutôt ce qui vient avant la peur, c'est-à-dire le respect. C'est du respect, en fait, ouais. C'est surtout ça. Ouais, clairement. Ouais, vas-y. Non, mais puis il y a tout ce truc-là avec Dubaï. Le premier point, ça n'incarne pas ce que ma vision du monde, etc. Et le deuxième point, c'est en fait, est-ce qu'il n'y a pas aussi du cherry picking, tu vois, dans les choses qu'on peut voir dans des documentaires comme ça? C'est des gens qui ont des a priori sur Dubaï et qui ont décidé uniquement d'aller confirmer, en fait, ils sont venus chercher des choses à Dubaï, qui viennent uniquement confirmer leurs hypothèses de base. Et donc, ça va être finalement des cas qui sont des cas réels, parce qu'il y a des problèmes partout dans le monde. Et donc, on ne va pas faire comme si à Dubaï, il n'y avait pas de problème. Et donc, si on a envie de chercher des problèmes et ensuite d'extrapoler, de dire Dubaï est un problème, on peut le faire, je pense, comme on peut le faire en France très facilement, comme on peut le faire sans doute dans tous les autres pays du monde. On peut toujours trouver des problèmes dans un pays et établir un narratif autour de ça, je suppose. Et donc, il doit y avoir une réalité à Dubaï qui est qu'effectivement, des entreprises ont fait ça. Mais ce n'est pas Dubaï qui a fait ça. Enfin, j'en sais rien. A priori, ce n'est pas Dubaï qui a fait ça, c'est des entreprises qui ont fait ça. Donc déjà, il ne faut pas faire l'amalgame, tu vois. Et les entreprises qui ont fait ça, il y a eu des cas comme ça. Et en fait, ces cas ont été terriblement extrapolés. Et on a fait d'un cas une généralité effectivement, sur Dubaï et le fonctionnement des petits travailleurs, etc. à base de gros clichés, effectivement, des petits travailleurs qui sont essorés, qui sont retenus contre leur gré, etc. C'est ça. Sur ce point précis, j'ai posé la question à une amie de Victoria qui habite ici, dont je crois que j'ai déjà parlé en podcast peut-être. Je ne sais plus, mais en tout cas, on a rencontré quelqu'un ici qui est ici depuis 6 ans et qui vient régulièrement depuis 11 ans. Et en fait, elle m'a dit, sans qu'on y passe trop de temps, parce que là, on s'étale, mais elle nous a expliqué que ce cas de prise de passeport, de retirer le passeport, en fait, c'est quelque chose qui est arrivé très fréquemment, qui arrive encore parfois, mais
Il y a toujours une différence entre... Ça arrive par des entreprises, c'est ça. Du coup, il y a des entreprises qui font ça. Ça arrive par des entreprises, mais il faut prendre en compte certaines choses. En fait, c'est que suivant comment tu présentes quelque chose, ça peut être abominable et horrible. Et suivant comment tu le présentes d'une autre manière, ça peut paraître du coup tout à fait correct. Si tout le monde est d'accord, en fait, ça se passe plutôt bien. Et en fait, elle nous a expliqué que là, en l'occurrence, c'est le cas. En fait, déjà, c'est pas du tout les entreprises qui vont chercher dans d'autres pays, etc. C'est les gens qui viennent. Le gars du Uber, ça, il me l'a confirmé. Il m'a dit qu'il avait plein de gens dans son entourage qui avaient absolument voulu aller en Europe, prendre le bateau, etc. Et que les gens les plus intelligents, comme lui, ce sont ses mots, ont juste traversé 2 pays et sont venus là. Parce que c'est pas loin, c'est une culture plus proche et ça se passe mieux. Donc en fait déjà, la plupart choisissent de venir et ils sont très contents de venir. Deuxièmement, le truc que nous a expliqué la personne dont je parle, l'ami de Victoria qui vit ici depuis quelques années, c'est qu'en fait, ça fait partie du contrat. Ça fait partie du contrat de travail. C'est-à-dire qu'ils le savent avant. Si ça leur plaît pas, ils vont voir une autre entreprise. Et pourquoi ça fait partie du contrat de travail ? Parce que l'entreprise paye le visa pendant 2 ans. C'est obligatoire ça à Dubaï. Quand tu veux employer quelqu'un, tu payes son visa. Un visa, ça coûte $3 000 par an. Alors, les prix changent tout le temps, donc c'est peut-être pas les prix actuels, mais ça coûte $3 000 par an. C'est intéressant ça. Là, on parlait de narratif juste avant. Exactement, tout est une histoire de narrative. Et donc en fait, si tu payes $3 000 par an et tu es obligé de les payer pour minimum 2 ans, t'as pas du tout envie, toi en tant qu'entreprise, de les payer pour un mec qui reste 1 an, qui prend tout l'oseille qu'il peut prendre et qui ensuite retourne dans son pays. T'as vachement envie que le gars reste. Et ça paraît logique, tu vois. Même si on te dit, toi, ok, à partir de maintenant, toi Alexis, tu vas venir à Dubaï et quand tu vas employer des gens, en fait, une personne sur 3 que tu emploies, tu payes son visa pour 2 ans et elle se tire au bout d'1 an. Si c'est une personne sur 3, ça commence à faire chier. Et si tu emploies plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers de personnes comme des grosses boîtes ici, ça commence à vraiment faire une très grosse perte de plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers, plusieurs millions d'euros. Enfin de dollars en l'occurrence. Et donc en fait, dans le contrat de travail, certaines entreprises ont mis que le passeport était réquisitionné pendant X temps. Mais attention, un passeport réquisitionné, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que c'est le maître d'œuvre qui prend le passeport et qui le laisse chez lui dans son bureau sous clé. Ça ne veut pas du tout dire ça. C'est un truc encadré légalement. Le propriétaire de l'entreprise ne peut pas avoir accès quand il veut au passeport de tous ses employés et puis les déchirer si ça ne va pas. Je ne sais pas quel truc bizarre, tu vois. C'est encadré légalement, ça fait partie du process et c'est je te prends, je te donne un travail, en échange tu restes avec moi pendant 2 ans et la garantie que j'ai, c'est ton passeport. Et donc, le fait d'avoir une narrative différente comme ça, il y a sûrement eu des abus, on est d'accord, comme dans toute... c'est impossible qu'il n'y en ait pas eu, c'est normal. C'est impossible qu'il n'y en ait pas eu, mais comme dans toute situation... On parle toujours d'être humain là, donc... Comme dans toute situation, il y a eu des abus, mais en fait, la narrative est complètement différente, tu vois. Et elle nous a dit que la vraie manière dont ça se passait, c'était comme ça. C'est que c'était un échange. Je te donne un travail, je te donne un salaire pendant 2 ans, en échange, tu restes avec moi pendant 2 ans. Ok. Est-ce que tu as ressenti, toi, peut-être le besoin, ou en tout cas la curiosité d'en savoir plus et d'approfondir un peu ces questions-là, parce que du coup, tu t'es parti vivre à Dubaï et peut-être que c'est un sujet qui est récurrent auprès de tes amis, ta famille, où tu en entends souvent parler et tu te dis ce serait bien que j'en sache quand même davantage, que je comprenne, que je me fasse un avis un peu plus, ou vraiment non, tu es juste tombé sur ces infos par hasard et tu cherches pas vraiment à creuser de base. Ni l'un ni l'autre. Je cherchais à creuser, mais pas pour les autres. Parce que... si, c'est obligé quelque part. Non, attends. Aucun des deux. non, ni l'un ni l'autre. Comment ça ? Je cherchais à savoir, mais pas pour les autres. Je cherchais pas à savoir pour avoir un truc à répondre à mon entourage ou un truc comme ça. Je cherchais à savoir parce que... pas pour les autres, mais pour toi-même quand même. Voilà, c'est ça. Tu avais envie quand même de comprendre... C'est à 100% pour moi et de me dire que j'ai peut-être pas envie non plus de faire toute ma vie dans un pays où... si tout ce qu'on disait de négatif sur Dubaï était vrai, éthiquement, ça pourrait poser un problème quand même. Et du coup, j'allais te poser cette question justement de si jamais tu creuses et que tu découvres des trucs qui te plaisent pas, est-ce que tu penses que sincèrement ça te ferait changer d'avis sur Dubaï, ou en tout cas ça te ferait voir Dubaï différemment au point d'envisager de pas forcément rester, en tout cas sur le long terme, pas forcément à court terme, mais de te dire en fait non, peut-être l'année prochaine, dans 2 ans, peut-être j'ai découvert des trucs qui m'angoissent vraiment,
Je suis pas du tout d'accord avec ça et je suis prêt en fait finalement à quitter Dubaï pour ces raisons-là. Dans une certaine mesure, oui. C'est-à-dire que si dans 1 an, il y a un scandale Si international... t'as vraiment découvert un complot, C'est ça, quoi. tu Enfin, un vois. truc, Si dans 1 an, il y a un scandale international qui explose, qu'en fait, Dubaï fait des génocides de Pakistanais après qu'ils aient travaillé, ils les foutent dans des chambres à gaz, ils les tuent. Je pense que dans les 3 mois, je suis parti, tu vois. Oui. J'ai pas envie de rester dans un pays comme ça. Y compris si on apprend qu'en fait, le truc du passeport, aucune des deux narratives n'est vraie. Enfin, si, pardon, la première narrative est vraie, celle en laquelle moi je crois pas, mais que tous les passeports ont été volés, il y en a qui ont été déchirés, il y a des gens qui ont eu des déchéances de nationalité parce que ils ont été ôtés de leur nationalité, etc. Voilà, ça aussi, ça pourrait me mettre mal à l'aise et me dire, ok, c'est quand même pas cool, et j'ai pas forcément envie de participer au développement d'un pays comme ça. Mais je pense que des trucs comme ça auraient déjà explosé et je pense que c'est pas du tout dans leur intérêt. Je pense qu'ils ne veulent juste pas faire ça. C'est-à-dire que même si c'était déjà arrivé par le passé, moi ce qui m'intéresse c'est quand même le présent et l'avenir. Il y a des trucs pas roses à Dubaï, genre l'avortement par exemple, qui n'est autorisé que en cas de problème de santé pour la femme actuellement. Ah oui, sinon l'avortement est interdit. Sinon l'avortement est interdit. Mais ça c'est actuellement, tu vois. Dans 5 ans... C'est pas c'est comment dire, c'est pas musulman, c'est les mots que je cherchais. Ouais, c'est ça. Je sais pas quelle est la relation des musulmans à l'avortement. On parle tout le temps des chrétiens, du coup je me suis jamais posé la question. Il me semble que pour les musulmans c'est pareil, en tout cas c'est en rapport avec le fait que ici la charia est appliquée. Alors la charia et toutes ses interprétations diverses et variées, hein, parce qu'en fait tu l'interprètes comme tu veux. Oui, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Oui, mais donc du coup ça pour le coup c'est appliqué, mais tu vois ils ont assoupli. S'il y a un risque de santé pour la mère ou pour le bébé, avortement autorisé. Et en fait ils assouplissent au fur et à mesure. Donc actuellement c'est comme ça. J'aimerais bien voir dans 5 ans, j'aimerais bien voir dans 10 ans, tu vois. Il y a 50 ans les femmes ne pouvaient pas conduire. Même plus que 50 ans je pense pour Dubaï pour le coup. Mais enfin tu vois, tout progresse. Comme il y a 100 ans en France, une femme ne pouvait pas ouvrir un compte en banque ou ne pouvait pas voter. Donc tout avance et ça me va. Les salaires, je tape dans toutes les cibles que je trouve. Les salaires des travailleurs au final, la caricature qu'on pourrait en faire, c'est en général des gens qui sont vraiment exploités avec des petits salaires, etc. Alors là, on pourrait faire une digression sur les différences de salaires de l'intégralité des pays du monde et des métiers et tout. C'est pas une spécificité de Dubaï, mais en tout cas, souvent la main-d'œuvre peut qualifier les petits travailleurs de Dubaï. On va dire qu'ils sont exploités, sous-payés, etc. Toi, tu as l'air de dire qu'au contraire, ils viennent à Dubaï et ils sont en capacité d'envoyer de l'argent à leur famille. Ils sont beaucoup mieux. Donc ça matche pas avec le discours ambiant en fait de ce qu'on vit normalement sur Dubaï. Mais le discours ambiant, il est plus que mensonger. L'exemple que j'aime toujours bien donner, c'est est-ce qu'un éboueur qui travaille à Paris peut vivre dans Paris intramuros? Non. Est-ce qu'un travailleur qui construit des buildings peut vivre dans Dubaï? Oui. Donc, et envoyer des sous à sa famille et le faire tous les mois. Donc en fait... Oui, puis ça dépend des quartiers de Dubaï quand même après, du coup. On leur demande pas d'aller alors là, vivre, évidemment, tu vois, on ne va pas non plus leur dire de venir habiter dans la même tour que nous. C'est ça, c'est partie de la réponse au final. C'est ça, en fait. Ils vivent là où ils vivent et c'est pas, ils n'ont pas besoin d'être dans l'hypercentre. Exactement. Là où il y a la plus grosse concentration de richesse et de tourisme de luxe. Exactement. C'est normal que ce soit plus cher. C'est juste le tourisme de luxe qui fait ça, parce que c'est quand même le plus gros carburant de Dubaï au final, devant le pétrole, me semble. Maintenant, oui, oui, c'est le tourisme de manière générale. Maintenant, oui, il me semble. C'est le tourisme. C'est récent, je crois. Ça fait genre, je sais pas, 2 ans, 3 ans max, je crois. Mais le truc principal, c'est de se dire qu'à Paris, par contre, c'est pas le cas. Quel que soit le quartier, Paris intramuros, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Ou alors dans des conditions miteuses. C'est-à-dire des tout petits appartements, etc. etc. Donc, faut juste en fait prendre une jauge, balancer et se dire ok, oui, il y a des trucs pas bien, mais les gars, c'est une ville, quoi. Enfin, c'est une ville normale comme New York, comme Shanghai, Singapour. Enfin, c'est juste des villes. Il n'y a rien de spécial à Dubaï. Il n'y a rien de spécial par rapport à tout ce qu'on lui met sur le dos. Rien de plus qu'à New York ou qu'ailleurs, je trouve. Ok, c'est intéressant et en même temps je me dis, tu vois, on a refait quasi une demi-heure sur Dubaï. Je pense qu'on fait une fixette sur Dubaï dans ce podcast depuis de très nombreux épisodes. Pas faux. Donc j'espère que ça vous intéresse quand même qu'on parle autant des Émirats et en particulier de Dubaï. À mon avis, il faudra peut-être... En même temps,
Ça fait partie de l'actualité de Louis, vous me direz. Pas faux. Donc forcément, on parle de Dubaï. Oui, c'est vrai. Louis est à Dubaï. Le temps Pour le meilleur et pour le pire, mais c'est surtout du meilleur plus que du pire au final, à part la TVA. Largement à part la TVA. Et puis le temps que c'est une actualité, on en parle un petit peu, mais très vite, là, ce sera plus une actualité. Hein. Nous, on commence à s'acclimater très vite et tout, donc ce sera plus le cas. Sur ces belles paroles, Alexis, après ce magnifique épisode, Ouais. Ouais, on va conclure là et ça y est, c'est conclu, c'est fait. Donc sur ce, je vous invite à, si ce n'est pas déjà fait, aider ce podcast, nous aider à faire que plus de monde écoute ce podcast. On a vraiment besoin de vous pour ça. Il suffit de laisser une évaluation sur la plateforme de votre choix. Ça peut être sur Spotify, ça prend vraiment 15 secondes, c'est hyper rapide sur Spotify. Et j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui l'avaient fait, parce que je pense qu'on est rendu à 9 évaluations et je vois d'autres plus gros podcasts que nous qui ont des fois juste 20 ou 30 évaluations. Nous, on a tellement poussé, a priori, hein, que pour un petit podcast comme nous sur Spotify, j'ai l'impression qu'avoir 9 évaluations, c'est cool. Ouais. Donc, merci pour ça, mais on peut faire bien mieux parce que vous êtes plus que 9 à nous écouter. Oui. Je le sais. Donc, Spotify, Apple Podcast, peu importe, mais aidez-nous à faire connaître le podcast à plus de monde et laissez une évaluation. Ça prend quelque part entre 15 secondes et 1 minute 30 en fonction de la plateforme de votre choix. Ce que vous faites actuellement. Mais en tous les cas, c'est rapide et ça nous aide énormément. Donc, merci d'avance pour ceux qui le feront, celles et ceux qui le feront, et celles, ceux et autres qui le feront. Et là-dessus, je vous propose de... tu as un dernier mot pour la fin? Je vous partagerai là. Moi, j'ai fait le tour. J'ai envie de dire, si vous avez des questions et tout, on n'est pas revenu sur les questions. Oui, c'est bon. Mais... si vous avez des questions, posez-les. Si vous n'en avez pas, allez vous faire foutre. On n'est pas revenu sur ça. C'est vrai qu'il y avait le côté questions-réponses, mais vous voyez bien qu'on n'a pas besoin de questions pour faire un podcast d'1h30. Si vous avez des questions, on les prendra avec plaisir. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Exactement. On vous pousse plus vraiment à le faire, mais on s'en sort, ça va aller. Tout à fait. Petit mot de la fin, évidemment. Dans le prochain épisode, je te partagerai le petit truc business que je voulais te partager, puisque je ne l'ai toujours pas fait. Mais c'est bien, ça fait du teasing et ça fera du coup peut-être plus de vues sur le prochain épisode. Merci Alexis, c'était un plaisir. Je me suis demandé si c'était volontaire ou pas, mais a priori, c'était pas volontaire. Donc je me suis dit, mais il a oublié de m'en parler. Non, absolument pas. Enfin, non, ça n'était pas volontaire. On en parlera au prochain épisode. Merci Alexis, comme je disais. Continued. Et puis à bientôt. À bientôt. Ouais, ciao. Ciao.